Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 février 2026 et notre cher ami ou frère Scott Ritter est avec nous. Bienvenue à nouveau, Scott. Merci de m'avoir invité. Permets-moi de commencer, Scott, par ce qui se passe en Asie occidentale. Nous avons appris que dans les dernières 12 heures, une énorme quantité d'armes se dirige vers le Moyen-Orient et tout le monde est prêt. Et nous avons eu le deuxième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran à Genève et les Omanais ont médié ces négociations. Après les négociations, nous avons entendu la partie américaine, la partie iranienne. Le résultat était quelque peu positif et voici ce que J.D. Vance a dit à propos du deuxième cycle de négociations. La négociation, je dirais, ce matin, a en quelque sorte bien marché. Ils ont convenu de se rencontrer ensuite, mais d'une autre manière, il était très clair que le président a fixé des lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à réellement reconnaître et à travailler. Donc nous allons continuer à travailler là-dessus, mais bien sûr, le président se réserve le droit de dire quand il pense que la diplomatie a atteint sa fin naturelle. Nous espérons ne pas en arriver là, mais si c'est le cas, ce sera à l'appel du président. Oui, et qu'est-ce que c'est, Scott? Parce que tu examines la situation en termes de l'armée et de leur mouvement en Iran et hors d'Iran, en considérant les États-Unis. Tout cela nous montre que quelque chose d'important va se passer. Quelle est ton analyse de la situation actuelle? Si tu te souviens quand Donald Trump a promis aux manifestants iraniens en janvier, l'aide arrive, et il y avait beaucoup de discussions selon lesquelles les États-Unis allaient lancer des frappes militaires ciblant l'infrastructure de sécurité iranienne, supprimant l'infrastructure de sécurité ostensiblement pour empêcher les Iraniens de tuer des gens dans les rues, mais nous savons à quoi cela servait, c'est pour supprimer la capacité du gouvernement à répondre à ce soulèvement. On a dit au président à l'époque que nous n'avons pas suffisamment de forces militaires dans la région pour atteindre cet objectif et aussi important pour nous protéger d'une une représaille iranienne, des frappes de missiles iraniens. Et donc, une nouvelle réalité s'est installée. Nous devions appuyer sur le bouton pause. Maintenant, si tu comprends ce que je viens de dire, que les États-Unis étaient vulnérables, leur base était vulnérable à une action militaire américaine, iranienne. Cette vulnérabilité existe toujours à l'heure où nous parlons. Maintenant, les États-Unis déploient une énorme quantité de puissance militaire dans la région, dans des bases qui sont vulnérables à une attaque iranienne. En vertu de l'article 51, la doctrine Caroline de l'autodéfense préventive, l'Iran a le droit de détruire ses Américains, les avions à leur arrivée, car c'est une menace imminente. Donc maintenant, nous allons à Genève, nous entamons des négociations. Ce qui est positif, c'est que l'Iran va nous donner 2 semaines pendant qu'ils examinent les options. Ils vont revenir, nous avons convenu d'un cadre de discussion. Ce sont juste 2 semaines pour que les États-Unis obtiennent tous les moyens. La première chose que nous avons faite était de déployer les missiles, la défense antimissile, THAAD, Patriot, et maintenant, nous déployons la capacité de frappe. Et quand nous serons prêts sur la défense antimissile et la capacité de frappe, le président appuiera sur la gâchette, car nous n'avons aucun intérêt à un résultat diplomatique avec l'Iran. Pourquoi le gouvernement iranien n'a pas encore compris cela, je ne comprends pas. Notre objectif a toujours été le changement de régime. Et donc, je pense juste que l'Iran a été entraîné dans un tour de diplomatie et il est distrait par cela, qu'ils sont assis, essayant de travailler sur un cadre autour duquel, ils peuvent faire avancer les négociations. Pendant ce temps, les États-Unis déploient la capacité militaire pour faire quoi? Nous savons maintenant que si nous allons combattre l'Iran, il est nécessaire de supprimer la capacité de lancement de missiles balistiques de l'Iran dès le début. Pour cela, tu as juste besoin du type de mélange d'avions que nous avons en cours d'arrivée. F-35, F-15, F-16, F-22. Et nous allons lancer, le paquet gorille de tous les paquets gorilles. Le paquet gorille était la frappe qui a eu lieu dans l'ouest de l'Irak au début de la tempête du désert pour éliminer, les lanceurs fixes irakiens que tout le monde pensait être utilisés pour frapper Israël. Nous allons entrer et nous allons marteler toutes les opérations de missiles balistiques iraniennes connues.
Nous allons couvrir les cieux de l'Iran 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt, jour et nuit, campagne aérienne. Si un missile sort de sa cachette, nous allons le frapper. C'est le plan. Et pendant que nous faisons cela, nous allons faire exploser l'Iran. Vous savez, quand vous regardez ce qui s'est passé en décembre et janvier, c'est très clair ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé. Les États-Unis, la CIA et d'autres ont infiltré plus de 100 000 terminaux Starlink en Iran et c'est Starlink. Les terminaux sont utilisés pour créer une réalité de communication alternative, où nous communiquons à l'intérieur, infectant les esprits des gens, les utilisant pour recruter des structures cellulaires. L'Iran a montré une certaine capacité à réprimer et interdire cela, mais au final, ils n'ont obtenu que quelques centaines, voire quelques milliers de terminaux. Nous parlons d'encore 70 000 à 80 000 terminaux toujours en existence, qui ont été équipés de logiciels israéliens spéciaux conçus pour empêcher la détection, le saut de fréquence de style militaire Starlink. Ce qui signifie que il y a un potentiel énorme pour générer plus de troubles civils, des troubles civils violents. Donc les Américains prévoient de bombarder l'Iran, de déclencher des manifestations massives, des manifestations violentes, de réprimer le régime et de réaliser un changement de régime, y compris tuer le guide suprême, essayer de tuer la présidence, tuer la direction. C'est pourquoi, Jared Kushner, je ne comprends pas pourquoi les Iraniens acceptent cela. Ils auraient dû le mettre dehors. Si j'étais le délégué iranien, dès que Jared Kushner s'asseyait, je disais « Est-il vrai que vous avez rencontré des dirigeants de l'opposition iranienne aux États-Unis avant de venir ici pour planifier un futur gouvernement de l'Iran ?» Oui, fous le camp d'ici, nous ne traitons pas avec vous. Nous ne traitons pas avec quiconque pense qu'il y aura un futur gouvernement avec l'Iran. Si c'est la position des États-Unis, ces négociations sont terminées. Et si vous envoyez un autre foutu avion, excusez mon langage, si vous envoyez un autre avion au Moyen-Orient, nous le détruirons préventivement. Je veux dire, l'Iran se prépare ici à un échec. Il négocie avec un homme qui complote délibérément contre eux, ce qui signifie qu'il ne négocie pas de bonne foi. Comprenez cela. Si Jared Kushner prépare le gouvernement de suivi, comment pourrait-il négocier de bonne foi? Il ne négocie pas en toute honnêteté. C'est pour gagner du temps. Et J.D. Vance a un peu vendu la mèche, prétendant à la diplomatie, mais disant d'emblée « Non, nous allons appuyer sur la gâchette et nous le ferons avant la fin de 2 semaines. » C'est mon évaluation de ce qui se passe en ce moment. Je pense que les États-Unis préparent l'Iran à une guerre de masse. Maintenant, que cette guerre réussisse ou non est une autre question. Je ne dis pas qu'il y a une garantie de succès. Ce que je dis, c'est que les personnes qui hésitaient à propos d'une guerre ont fixé des conditions et ces conditions sont remplies, ce qui signifie que c'est comme nous l'avons vécu pendant la guerre du Golfe, quand, vous savez, le général Schwarzkopf ne voulait pas appuyer sur la gâchette pour la guerre au sol trop tôt. Donc, je pense que nous avions 5 critères à remplir en termes de suppression de la garde républicaine irakienne, et nous avions un tableau sur le mur qui disait, vous savez, rouge non, jaune peut-être, vert go, et l'objectif était de tous les faire passer au vert, et cela signifiait que nous pouvions lancer la guerre au sol. Et je me souviens que nous avancions et qu'il s'agissait d'évaluer les dommages de la bataille, sur combien de choses avaient été détruites. Schwarzkopf commençait à être frustré parce que des gens comme moi disaient « Eh bien, nous ne détruisons pas certaines choses. » Alors finalement, ils ont dit « Nous allons changer notre méthode de calcul. Plus d'analyse, nous allons juste faire des chiffres. Si nous larguons X nombre de bombes qui concernent un certain pourcentage, ding ding, les lumières changent, la guerre commence. » Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais je dis que c'est ce qui se passe maintenant. Il y a un tableau quelque part au Pentagone avec toutes les lumières vertes des choses qui doivent se passer, et quand elles seront toutes vertes, on dira au président de lancer. Mais le but du président n'est pas de trouver une solution diplomatique. La diplomatie, dans la pratique passée, est la détermination de l'action future. Qu'avons-nous fait en juin? Nous avons promis des négociations aux Iraniens, nous les avons endormis dans un faux sentiment de complaisance, puis nous les avons bombardés. Actuellement, nous avons l'Iran engagé dans des négociations. Nous avons eu un résultat très positif. Araghi dit « Oh, c'est positif. Nous allons revenir et travailler sur ce cadre. C'est un mensonge. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de bonne intention. Il n'y a pas de résultat diplomatique. Il y a un plan de changement de régime et la diplomatie, la perfidie que nous exerçons avec l'Iran, fait partie de ce plan pour les endormir dans un faux sentiment de complaisance, pour baisser leur garde. Et puis quand toutes les lumières seront vertes, et elles le seront très bientôt, nous allons frapper l'Iran fort. Scott, je crois vraiment que cette perception selon laquelle s'ils attaquent l'Iran, ils vont créer un énorme chaos en Iran est illusoire à mon avis. Oui. Ça ne va pas arriver. Cela va avoir l'effet totalement opposé sur le peuple iranien. Ils vont, à mon avis, cela va créer une sorte d'unité que nous n'avons pas vue depuis très longtemps
même plus que ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours, à mon avis. Oui, je ne suis pas en désaccord avec toi, mais pour te donner, juste pour lancer un contre-argument, je suis d'accord avec toi, mais cette unité aura un coût, parce que cette fois, encore une fois, où était l'armée de libération baloutche en janvier? Tu ne les as pas vus courir partout, n'est-ce pas? Où était le Pejak, les Kurdes? Couraient-ils partout dans leur pick-up? Non. Où étaient les Moudjahidines al-Khalq? Leurs cellules étaient-elles mobilisées dans les rues, tirant sur les gens? Qu'en est-il des cellules des monarchistes? Qu'en est-il des Arabes d'Avaz? Qu'en est-il des Elor et des Azéris? Tous ces groupes que nous avons armés au fil des ans, ils étaient tous silencieux. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le peuple iranien croit vraiment dans le système qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas parfait, mais c'est un système en lequel ils ont confiance. C'est un système avec lequel ils sont à l'aise parce que c'est une démocratie représentative. Je pense que les personnes qui font l'analyse de l'Iran ont raté ce point, que le peuple iranien se sent réellement habilité et intégré par, tu sais, la façon dont il participe aux élections en Iran. Tu sais, mais le point est, encore une fois, je souligne 80 000 terminaux Starlink. Il y a un pourcentage d'Iraniens qui ne croient pas cela. Il y a une partie des Iraniens qui veulent que ce système change et on leur fait croire que c'est possible, que c'est le moment de décider, que c'est le moment, la chance unique dans une vie de le faire. Et donc, je pense qu'ils vont sortir et je pense qu'ils vont brûler les villes iraniennes. Et je pense que le peuple iranien va se rassembler et qu'il y aura du sang dans les rues et ce sera horrible, dévastateur. Je ne pense pas que les opposants au régime réussiront parce que même si vous tuez Ali Khamenei, et je crois que nous allons tuer Ali Khamenei, je pense qu'il est un homme mort. Je pense qu'il sait qu'il est un homme mort. Il est à l'aise avec ça. Mais l'Assemblée des experts a déjà choisi le prochain dirigeant. Et si nous le tuons, il y aura un prochain dirigeant parce que le guide suprême n'est pas un culte de la personnalité. Le guide suprême est une position religieuse intégrale à la République islamique et la République islamique la remplira. La même chose avec la présidence. Constitutionnellement, la Constitution dictera le résultat. Nous ne faisons pas confiance à la Constitution parce que nous ne croyons pas en la République islamique. Nous ignorons cette réalité et cette ignorance nous permet de croire que nous pouvons mener une attaque de décapitation et que rien ne la remplacera. Nous ne respectons pas la résilience de la République islamique et la résilience du peuple iranien. Donc, je ne suis pas en désaccord avec toi, mais mon problème est que oui, le peuple iranien se rassemblera, mais que restera-t-il? C'est ça, le problème. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que nous échouerons dans notre objectif de faire s'effondrer la République islamique. Mais les conséquences pour le peuple iranien et pour la région dans son ensemble et potentiellement pour le monde, parce que, tu sais, je pense qu'il y a une chance sur deux que nous puissions supprimer une grande partie des capacités de missiles balistiques de l'Iran, une chance sur deux. Cela ne signifie pas que l'Iran ne va pas frapper, mais par exemple, pour renverser Tel Aviv, il faudra un barrage soutenu de missiles sur une période prolongée. L'Iran peut ne pas être capable de faire cela. L'Iran pourrait envoyer 1 ou 2, missiles, par jour qu'ils peuvent lancer discrètement. Pour détruire les champs pétrolifères saoudiens, ce sera la même chose, un barrage soutenu. Je pense que l'Iran pourrait avoir du mal à lancer le genre de barrage soutenu nécessaire pour remporter la victoire, mais je pense quand même qu'il y en aura assez pour causer des dégâts dévastateurs. Ce qui va se passer, c'est que le régime iranien va survivre, l'Iran sera dévasté, la région sera dévastée, les États-Unis seront embarrassés, et c'est pourquoi. Je veux dire, je peux à peu près garantir qu'à la fin de ce conflit, tout le monde dira « C'était une guerre qui aurait dû être évitée, c'est pourquoi elle doit être évitée ». Mais pour l'éviter, nous devons être honnêtes. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière la fierté. Les Américains ne peuvent pas se cacher derrière la fierté qui dit « Nous sommes l'Amérique, nous sommes invincibles, nous serons capables de projeter notre pouvoir sans question. Nous allons subir des pertes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous allons subir des pertes et nous n'obtiendrons pas le résultat que nous souhaitons et cela nous rend faibles. L'Iran va être dévasté en tant que société et en tant que nation. Cela va entraîner, vous savez, des conséquences horribles économiquement, mondialement, à un moment où l'économie mondiale est déjà en transition et vacille pour renverser l'un des piliers critiques de la sécurité énergétique, certains diraient le pilier critique de la sécurité énergétique. Tu vois ce que je veux dire? En Europe, je veux dire l'Europe sera à nouveau emportée par le tourbillon de la vie alors qu'elle se rend elle-même inutile. Où est la voix de l'Europe pour essayer d'arrêter cette guerre? Au lieu de cela, ils murmurent leur soutien pour elle. Où est l'AIEA dans tout cela?
Je veux dire, parce que cela ne concerne pas seulement l'Iran et la région, cela concerne l'avenir du traité de non-prolifération nucléaire. Si les États-Unis lancent une attaque contre l'Iran, cela signifie que le traité de non-prolifération nucléaire est sans signification. C'est ce qu'Araqchi a dit à la conférence du désarmement hier, avant sa négociation, qu'il est essentiel que, vous savez, l'Iran soit autorisé à faire ce que le traité lui permet de faire. Et il est essentiel que les États-Unis respectent leurs obligations, non seulement pour se débarrasser de leurs propres armes nucléaires, mais aussi pour ne pas menacer une nation. Vous savez, donc, en gros, une attaque contre l'Iran va bouleverser l'ordre mondial entier. Cela aura des ramifications qui vont au-delà de simplement l'Iran et la région. Ce seront des ramifications mondiales, c'est pourquoi cette guerre doit être arrêtée. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a aucune voix écoutée par l'administration Trump, vous savez, qui crie « Ne faites pas ça ». Je suis vraiment déçu par la génération millénaire des États-Unis. Vous savez, les milléniaux américains, où sont-ils? Ils sont silencieux face à la mort du désarmement. Ils sont silencieux face à cette guerre d'agression qui se prépare contre l'Iran. Ils ignorent les conséquences. Ils sont simplement totalement désengagés de la vie, eux. Et vous savez, nous pouvons discuter des raisons de cela si vous le souhaitez. Ils ne savent pas ce que cela signifie d'être américain. Ils ne savent pas ce qu'est la Constitution. Ils ne comprennent pas l'importance, vous savez, des Federalist Papers 10 et 51, du danger des factions et du risque de tyrannie du gouvernement fédéral. Ils ne comprennent pas les débats qui ont eu lieu à la naissance de cette nation, qui ont rendu cette république constitutionnelle viable. Et donc, les choses dont nous avons averti, les choses que nous étions censés empêcher de se produire, nous les avons, et elles sont devenues factionnalisées, et elles se sont désengagées de la responsabilité de tenir compte un exécutif hors de contrôle, de sorte que nous avons dérivé vers vous savez, le domaine de la dictature et de la tyrannie, et ils sont silencieux. Je veux dire, c'est choquant. Quoi qu'il en soit, je suis un peu allé partout avec celui-ci. Est-ce que tu vois des avions de chasse survoler l'espace aérien iranien, tu vois? L'espace aérien iranien combattant avec des chasseurs iraniens, ce que l'Iran possède. Voyez-vous ce type de combat se produire en Iran? Les États-Unis ne sont pas Israël. Israël est une puissance militaire à capacité limitée. Nous sommes une puissance militaire à capacité illimitée. Je ne dis pas que l'Iran est sans défense. Comme je l'ai dit, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Je veux dire, vous pouvez avoir un plan et regardez ce que nous avons fait avec l'Irak. Vous savez, nous sommes entrés en pensant que nous allions. Parce que ce n'est pas seulement ce que j'ai compris, ce que j'ai appris de Ted Postol, par exemple, c'est que ces chasseurs sont tellement vulnérables contre, vous savez, lorsqu'il s'agit des systèmes de défense aérienne. C'est pourquoi ils sont si je ne sais pas comment. D'accord. Mais Ted Postol doit comprendre, et je suis sûr qu'il le fait, j'adore Ted Postol, que nous savons cela aussi. Mm-hmm. Je suis un gars qui se préparait pour la guerre, d'accord? Je me prépare à la guerre en étudiant mon ennemi. Et j'étudie les forces de mon ennemi et j'essaye de trouver ses faiblesses et j'essaye de développer des tactiques pour entrer. Mais je n'entre pas sur le ring de boxe sans regarder des vidéos du combattant, comprendre quelle va être ma stratégie. Nous savons quelles sont les capacités de l'Iran, nous surveillons cela. Vous savez, l'une des grandes surprises qui a émergé en juin, et je pense que cela a autant surpris l'Iran que cela m'a surpris, c'est le fait que DARPA avait passé une décennie ou plus à examiner les vulnérabilités des conduits d'air à l'installation de Firdos. Avez-vous vraiment pensé qu'il y avait un scientifique qui étudiait la vulnérabilité de la conduite d'aération et comment y placer une bombe, puis une autre bombe? Nulle part ailleurs. Et ils disent, il n'y a pas de bombe conventionnelle qui puisse la détruire. Je disais cela. D'autres personnes le disaient aussi. Finalement, il existait une bombe conventionnelle capable de la détruire parce que les États-Unis avaient consacré une décennie à cela, investissant des ressources importantes dans cette mission même. Il n'y a pas de système d'armes que l'Iran possède dont les États-Unis ne soient pas au courant. Et si nous en sommes conscients, nous cherchons une solution. Cela ne signifie pas que nous avons la solution. Cela signifie que nous cherchons la solution. Notre armée ne déclenchera pas une frappe contre l'Iran à moins d'être convaincue d'avoir une réponse adéquate à tout ce que les Iraniens peuvent faire. Nous ne voulons pas être pris par surprise. Nous ne voulons pas déclencher une guerre de cette ampleur seulement pour dire « Oh Dieu, nous n'avons pas vu ça venir ». Vous savez, maintenant, il se peut que, d'accord, nous avons vu cela. Oh d'accord, le plan A n'a pas fonctionné, le plan B n'a pas fonctionné, mince, ça n'a pas marché. D'accord, mais ensuite nous avons un plan. Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas ? Quel est notre contre-plan? C'est ce que fait la planification militaire. Donc, nous nous préparons à.
une guerre d'une ampleur que les États-Unis sont pleinement capables de mener. Nous déployons les ressources nécessaires pour y parvenir, pour faire cela, et nous sommes. Ce ne sera pas une guerre basée uniquement sur l'armée. Il y a déjà actuellement un aspect de guerre de l'information en cours. Je veux dire, vous savez, les esprits des Iraniens sont actuellement empoisonnés. Des cellules sont mobilisées. Espérons que le régime de sécurité iranien surveille cela et est prêt à interdire et tout ça. Mais je dis que cela va se dérouler à différents niveaux. Pour dire simplement, oh non, vous savez, nous ne pouvons pas voler en Iran parce qu'ils ont des S-400 ou des S-300, parce qu'ils ont cela. Nous avons une solution pour le S-400. Nous avons une solution pour le S-300. Ce n'est pas un système inconnu pour nous. Que notre solution fonctionne ou non, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme si nous allions entrer et être pris par surprise par quoi que ce soit. Et nous avons la capacité de faire des frappes à longue distance, des frappes de précision qui ne peuvent être interceptées par quoi que ce soit que les Iraniens possèdent afin que nous puissions éliminer autant que possible. Et j'ai aussi été troublé par quelque chose qui est apparu en janvier, des drones. L'opposition tirait des drones contre des cibles iraniennes, des drones locaux. Y a-t-il un autre réseau de drones dont nous ne sommes pas au courant? Y a-t-il une autre capacité dont nous ne sommes pas au courant? Vous savez, je ne mentionne cela que parce que, connaissant les planificateurs militaires et la réticence qu'ils ont montrée dans le passé à lancer une attaque contre l'Iran, il doit y avoir une raison pour laquelle ils sont prêts à y aller cette fois-ci. Et la raison est qu'on leur a dit que nous avons des solutions aux problèmes existants. Encore une fois, que ces solutions fonctionnent ou non, si nous avons correctement identifié les problèmes, mais je ne pense pas. Cette fois, je ne pense pas que nous puissions dire ça. S'il y avait une raison pour les gens de dire non à cette guerre du point de vue des résultats, ils le diraient. Le fait que des personnes qui sont normalement hésitantes semblent dire « d'accord, je pense qu'il est temps d'y aller » signifie qu'il y a un degré de confiance aux États-Unis qui n'est pas juste la confiance des Lindsey Grahams et des Tom Cottons et des casques roses. C'est la confiance des professionnels militaires qui étaient auparavant hésitants, mais cette fois-ci semblent dire « eh bien, si nous devons faire cela, alors je pense que nous pouvons réussir. » Ouais, nous savons cela. L'Iran, si quelque chose se passe, l'Iran utiliserait des missiles de croisière contre les États arabes. Et comment voyez-vous les capacités de... Mais je dis que nous savons cela. Savons-nous cela? Voyez, c'est la moitié du problème. Nous ne savons pas cela, parce que l'Iran a menacé de le faire dans le passé. Et cela n'est jamais arrivé. C'est la moitié du problème, c'est que nous croyons qu'il y aura une hésitation de la part de l'Iran. Nous croyons que la réponse iranienne, même après avoir été attaquée, sera une réponse mesurée. Une réponse qui dit « Eh, ils nous ont attaqués, mais peut-être pouvons-nous les amener à arrêter de nous attaquer. Peut-être pouvons-nous simplement surmonter cette situation. Peut-être que ce ne sera pas si grave. Peut-être. Parce que l'Iran sait qu'une fois qu'il commence à lancer des missiles de croisière contre la production pétrolière des États voisins, leur production pétrolière sera également touchée et que c'est une épée à double tranchant et cela va entraîner. Donc l'Iran hésite toujours. Donc je suis toujours prudent quand je dis que nous savons que l'Iran n'a pas été décisif dans le passé. Même dans leur réponse contre Israël, ce n'était pas décisif. C'était une réponse mitigée, une réponse de précaution. La seule façon pour l'Iran de dissuader une attaque est de dire dès le départ quel sera le coût de cette guerre instantanément. Et ils doivent dire à l'Azerbaïdjan, c'est fini pour vous. Tous vos champs de production pétrolière seront éliminés le premier jour. Arabie Saoudite, plus aucune capacité de production pétrolière, terminée. Tout le monde, nous tuerons tout le monde. Nous n'allons pas rester là à ne rien faire pendant que vous agissez passivement face à une agression américano-israélienne contre nous. Nous ne voulons pas de guerre, mais si elle vient, nous détruirons tout instantanément le premier jour. Et maintenant, peut-être que l'Arabie Saoudite se dit, eh bien, mince, peut-être que nous ne sommes pas ravis d'avoir tous ces F-16, F-35, JF-22 basés sur notre sol. Peut-être que d'autres diront, ah, nous ne faisons pas ça. Mais l'Iran ne fait pas ça. L'Iran passe 2 semaines à préparer une réponse diplomatique à une initiative diplomatique qui n'est pas réelle. Donc, nous ne savons pas ce que l'Iran fera. Nous savons que l'Iran a hésité à être décisif dans le passé et je pense que cela entre dans beaucoup de réflexions actuellement. C'est qu'il y aura une hésitation de la part de l'Iran. Et ensuite, si nous tuons tout le monde, ce que nous allons essayer de faire, il faut du temps même pour les personnes les mieux préparées pour faire fonctionner le prochain échelon et cela crée encore plus d'hésitation. Donc, si nous pouvons créer un cycle d'hésitation, et au moment où ils seront prêts à répondre de manière décisive, leur capacité sera réprimée. Alors nous gagnons. Et je pense que c'est la réflexion. L'Iran doit. Écoutez, encore une fois, je suis américain. Je ne veux aucun Américain mort du tout. Je ne veux aucun Iranien mort.
Je ne veux personne de mort. Mais si j'étais iranien, je dirais aux États-Unis, pendant que ces négociations sont en cours, vous ne pouvez pas déployer de forces militaires dans la région. Si vous ne retirez pas ces forces, nous devons supposer une intention malveillante et nous procéderons à une frappe préventive. Ouais. Mettre les États-Unis en garde. Mais pour l'instant, l'Iran est là, jouant à des jeux diplomatiques et laissant les États-Unis préparer le coup décisif. Je veux dire, que pensez-vous qu'il va se passer? Vous savez, et je me souviens, pendant la guerre du Golfe, tout le monde regardait le déploiement des forces militaires américaines et je faisais partie de ceux qui faisaient la planification du corps des Marines. Mais je me souviens d'une conversation qui a eu lieu parce que j'étais sur une cellule de planification travaillant pour le commandant du corps des Marines en élaborant des options de guerre amphibie pour les Marines. Et vous savez, l'une des questions que nous nous posions était, est-ce que cette planification est théorique ou pratique? Parce que l'allocation des ressources, vous savez, faisons-nous des hypothèses irréalistes ou traitons-nous des choses réelles où nous devons vraiment nous pencher sur la gestion des ressources, les facteurs de durabilité, la logistique, tout ça? Et vers octobre 1990, il y a quelque chose appelé le tip fill, et le tip fill est quelque chose lié à la logistique des phases des troupes. Cela concerne le flux des troupes, et une fois que nous commençons à activer le tip fill, une fois que vous avez les choses en mouvement, car rappelez-vous, ce ne sont pas juste des avions, c'est du carburant, ce sont des munitions, ce sont des facteurs de durabilité, et ça doit être en quantité massive, et il faut que cela circule. Une fois que vous passez une certaine ligne, vous allez à la guerre. Et en octobre, on nous a dit que nous allions à la guerre, et c'était à une époque où les États-Unis jouaient encore à des jeux diplomatiques, disant aux Irakiens que nous n'allions pas. Mais la décision était que non, nous avons dépassé cette ligne. La masse de mouvement est telle que nous ne pouvons pas la reproduire à nouveau, ce qui signifie que c'est soit l'utiliser, soit le perdre, car une fois que cela revient, nous n'allons pas le refaire. Je pense que nous sommes très proches de ce moment avec les États-Unis. Si nous continuons à faire avancer ce matériel, nous atteindrons un point où l'armée dira au président, nous sommes engagés envers ce résultat. Vous pouvez le changer d'un jour ou deux ici, diplomatiquement, mais nous sommes engagés à mener une guerre. Et en octobre 1990, il était inévitable qu'il y aurait une action militaire contre l'Irak à la mi-janvier. Il n'y avait rien qui allait changer cela. Et donc, je suppose que ce que je dis au gouvernement iranien, c'est que si vous restez en arrière et tombez passivement dans ce piège diplomatique, les États-Unis vont dépasser ce moment et vous ne pourrez rien faire pour changer le résultat, sauf une frappe préventive, que vous n'allez pas faire car l'Iran hésite toujours au moment de la décision. Comment voyez-vous les États-Unis placer beaucoup d'armes en Jordanie au lieu de les mettre en Arabie Saoudite ou au Qatar? Est-ce à cause de la distance et parce que si quelque chose se passe, l'Iran doit, il semble, à mon avis, frapper Israël dans les premières heures? Quoi qu'il fasse, il commence par les cibles dans la région, puis Israël sera la prochaine cible, la cible immédiate suivante pour les Iraniens. Comment voyez-vous cela? Parce que si l'Iran commence à attaquer la Jordanie, ils vont perdre une certaine marge de manœuvre pour attaquer Israël. Eh bien, ça ne pose problème que si vous n'avez pas anticipé cette éventualité. Encore une fois, les Iraniens sont des professionnels. Je veux dire, les Iraniens doivent savoir que la structure de force, parce que les Iraniens font des simulations de guerre tout comme nous, et ils regardent les escadrons arriver. Donc ils le positionnent et disent, Doc, vraiment, vous savez quel type de paquet de frappe peut projeter les États-Unis? Vous savez comment vont-ils faire cela? Des attaques à distance, des attaques guidées avec précision, la domination aérienne, vous savez, parce que, idéalement, pour les États-Unis, nous projetterons une supériorité aérienne inclinant vers la suprématie sur l'espace aérien iranien afin que nous puissions avoir des patrouilles de combat en permanence, supprimant les missiles balistiques au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Ce que nous ne voulons pas, c'est une confrontation, vous savez, créer une zone grise où les Iraniens, vous savez, peuvent avoir, vous savez, des fenêtres d'opportunité périodiques ou des fenêtres de capacité opérationnelle. Donc, que cela nécessite-t-il? Cela nous oblige à avoir des bases où nous pouvons stocker du carburant, des munitions, de la maintenance des avions, maintenance, et nous allons faire tourner ces avions. Nous allons trier, revenir, atterrir, trier, entrer. Il y aura un flux constant d'avions. Et donc, vous savez, les Iraniens doivent dire où ces avions vont-ils être basés. La Jordanie est logique. Deux choses. Premièrement, beaucoup de ces avions vont être utilisés pour créer un tampon pour se défendre contre les attaques iraniennes de drones, de missiles de croisière et de missiles contre Israël. Cela fait partie de la défense en profondeur que nous utilisons
Deuxièmement, c'est le trajet logique pour une frappe. Je veux dire, regardez Israël. Vous entrez. Vous savez, ils arrivaient par la Syrie puis entraient en Irak. Mais ici, le gouvernement jordanien a essentiellement permis un passage directement, à travers la Jordanie, vous savez, à travers l'ouest de l'Irak jusqu'à Bagdad, et c'est le site de lancement. Vous savez, nous le savons grâce aux missiles israéliens, c'est le site de lancement pour une grande partie de vos armes à distance. Nous allons venir avec des missiles de croisière, des Tomahawk. Israël n'a pas utilisé de Tomahawks. Nous allons venir avec des centaines, voire des milliers de missiles Tomahawk. Et puis vous allez nous voir projeter notre puissance. Mais pour projeter notre puissance aérienne en Iran, nous allons devoir avoir encore une fois juste. Pour projeter notre puissance aérienne en Irak pendant la tempête du désert, nous devions avoir des ravitailleurs aériens KC-30 et KC-135 là-haut, et les avions venaient, faisaient le plein, entraient, revenaient, faisaient le plein et atterrissaient. Ils ont besoin de protection par des patrouilles aériennes de combat pour les protéger de tout Iranien. Donc, tout cela nécessite un certain élément de puissance militaire américaine. Les Iraniens doivent réfléchir à cela, penser à, vous savez, comment allons-nous utiliser notre puissance, et donc vont-ils juste rester là et dire « oublions la Jordanie ». Nous allons passer au-dessus de la Jordanie et frapper uniquement Israël, ou reconnaissent-ils qu'il doit y avoir une suppression? Donc, je pense que, du point de vue iranien, il s'agit d'une campagne militaire qui inclut la neutralisation de toute base, d'où la puissance militaire américaine est déployée. Et en ce moment, la Jordanie semble être la base principale. Et donc, encore une fois, si j'étais les Iraniens, je mettrais le gouvernement jordanien en garde que le changement de régime fonctionne dans les deux sens, que le royaume hachémite n'existera pas lorsque ce conflit sera terminé. Je ferai simplement de cela une déclaration de fait, parce que vous savez, il doit y avoir des conséquences aux actions. Je dirais également à la maison de Saoud que le changement de régime en Iran signifie que la maison de Saoud n'existera pas. Et je veux dire, il faut jouer cela, c'est une guerre existentielle, L'Iran veut vivre en paix, mais comment pouvez-vous vivre en paix avec des voisins qui sont passifs ou facilitent cette agression américaine imminente, l'agression américano-israélienne? Je pense qu'une partie de ce qui s'est passé lors de la visite du chef du Conseil national de sécurité iranien dans la région était de communiquer cela aux autres pays, avec le Qatar, avec d'autres pays, que si quelque chose se passe, vous serez impliqué. Peu importe si vous y participez activement ou non, vous allez être la cible. Je pense qu'ils ont envoyé le message aux États arabes dans le Golfe Persique. Je ne sais pas encore si cela... Eh bien, les États arabes devront envoyer un message à la Jordanie. Je veux dire, les Saoudiens doivent aller en Jordanie et dire « Ce que vous faites est une menace existentielle pour nous et nous ne le tolérerons pas. Aucun avion américain ne peut être autorisé sur vos bases. » Ouais, Scott, combien de missiles Tomahawk? Il semble que les principaux missiles que les États-Unis utiliseraient contre l'Iran soient des missiles Tomahawk, quelque chose comme 600 à 800 missiles en tout. Considérant 2 porte-avions, 15 destroyers, toutes ces armes dans la région, cela va être quelque chose comme 800 missiles Tomahawk. Oui, plus des sous-marins. Yeah. Oui, des sous-marins. Plusieurs sous-marins, oui, dans cela. Oui. Parce que la clé, c'est de tenir dans la durée. Mais rappelez-vous ceci, nous parlons de durabilité. Et ce n'est pas seulement commencer la guerre, mais maintenir la guerre est beaucoup plus important. Exact. Mais les modèles de durabilité nécessitent que nous ayons des recharges. Et nous avons pratiqué, le ravitaillement en mer, j'imagine. Parce que je ne suis pas là, mais vous savez, l'idée vous, les États-Unis sont une puissance militaire mature. Laissez-moi simplement le dire de cette façon. Nous planifions la guerre mondiale depuis longtemps et il existe différents scénarios dans la guerre mondiale dont l'un pourrait impliquer un groupe de bataille de porte-avions engagés dans des opérations de combat qui entraînent l'épuisement de certains types de munitions, des munitions critiques sur les navires qui composent le groupe de bataille de porte-avions. Donc, nous pouvons nous ravitailler en mer, nous n'avons pas besoin d'aller dans un port, nous avons la capacité de nous ravitailler en mer. Et donc, un navire peut venir à un navire, les armes seraient transférées à travers Meaux. Donc, vous ne pouvez pas simplement compter les missiles qui sont à bord des navires, vous devez comprendre que nous avons une capacité de réserve. Et je dirais que, vous savez, si on parle de 800 à 1000 Tomahawks, il faut comprendre que on peut sans doute se réapprovisionner au moins 2 fois. Maintenant, cela. Qu'est-ce que cela dit du reste de notre plan de guerre? C'est autre chose. Vous savez, Taïwan doit s'asseoir là et se dire « Attendez une minute, si vous utilisez tous vos Tomahawks contre l'Iran, que vous reste-t-il pour la Chine ?» La réponse, c'est rien, pas grand-chose. Mais
La chose est que nous sommes une Amérique mature. Vous savez, c'est ce que je dis toujours avec prudence, les gens se fâchent contre moi. Je sais, en ce moment, je ne sais pas si c'est en direct, je suis sûr que c'est en direct. Vous savez, dans votre chat, Skyrunner sont des conneries. L'Amérique n'est pas une puissance militaire. Comme nous pourrions vous botter le cul, d'accord? Vous ne savez rien de rien si vous ne comprenez pas à quel point nous sommes puissants. Et ce n'est pas moi, en tant qu'Américain arrogant, qui le dit. C'est juste un constat. Nous nous préparons à un conflit mondial, personne d'autre ne le fait. Les Russes le font du point de vue nucléaire, les Chinois commencent à y penser du point de vue nucléaire. Aucune nation sur Terre ne se prépare à une guerre conventionnelle mondiale, aucune nation sauf nous. Et nous nous y préparons tout le temps. Allons-nous gagner? Aucun résultat n'est garanti. Je ne dis pas que nous allons gagner, mais ce que je dis, c'est si vous savez, arrêtez de dire que l'Amérique est, un empire en déclin. Eh bien, l'Empire romain en déclin a encore réussi à se rassembler de temps en temps et à botter le cul de tout le monde. Demandez aux Perses, aux Scythes, aux Huns, d'accord? Vous savez, l'Amérique peut être un empire en déclin, mais nous sommes encore capables de faire beaucoup de dégâts en descendant, et nous ne sommes pas tellement en déclin que nous n'avons pas de capacité. Nous savons comment mener une guerre mondiale, nous nous y sommes préparés. Je ne veux pas que nous menions une guerre mondiale, je veux que cette guerre soit évitée. Mais si vous êtes assis là en espérant que nous manquons de missiles en fonction de la charge de combat de base des navires qui sont déployés, alors vous ne comprenez pas comment l'Amérique mène une guerre mondiale. Parce que nous sommes prêts à mener une guerre qui dure plus longtemps que le chargement de combat initial de base. C'est comme dire que nous envoyons un bataillon blindé là-bas et quand ils sont à court de carburant et de munitions pour les chars, alors la bataille est terminée. Non. Nous pouvons nous réarmer, nous rééquiper, nous ravitailler et continuer. Vous savez, c'est quelque chose pour lequel l'Amérique se prépare depuis longtemps. C'est très coûteux, il n'y a pas de résultat garanti, et c'est l'autre danger, vous savez, nous faisons quelque chose comme ça et nous échouons. Vous savez, cela soulève une autre question, à savoir les conséquences de l'échec. L'Amérique peut-elle se permettre d'échouer? Et quoi? Écoutez, et maintenant nous prenons une direction différente. Il n'y a plus de contrôle des armements, il n'y a plus de contraintes sur la capacité nucléaire de l'Amérique. Les États-Unis ont annoncé que nous pourrions recommencer les essais d'armes nucléaires simplement parce que nous le pouvons. Vous savez, nous nous préparons à recharger des ogives sur nos Minuteman III, sur nos sous-marins Trident, pour inverser la tendance qui existait depuis la signature du traité START en 1991, c'est-à-dire réduire le nombre d'ogives nucléaires stratégiques d'environ 30 000 à 1550 aujourd'hui. Nous nous préparons maintenant à revenir à 4, 5, 6 000. Dans notre budget, il n'y a plus de production pour de nouvelles cuves de plutonium, ce qui explique pourquoi nous avons besoin de nouveaux essais nucléaires, ce qui signifie que nous pouvons augmenter encore le nombre d'armes nucléaires, pas seulement stratégiques, mais nous parlons d'élargir l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques afin que nous puissions être perçus comme ayant une capacité équivalente à celle de la Russie, où la Russie jouit aujourd'hui d'une supériorité en armes nucléaires tactiques. Nous ne voulons pas donner à la Russie la supériorité dans quoi que ce soit. Donc, en faisant cela, il faut comprendre que si on met autant l'accent sur la dissuasion nucléaire, ce n'est plus seulement de la dissuasion, c'est la capacité de mener une guerre nucléaire. Alors, vous devez vous demander, allons-nous vraiment laisser l'Iran nous battre? Si nous allons faire tout cela, mettre toutes ces ressources dedans, mettre tout le poids de l'Amérique derrière cela, pouvons-nous nous permettre de perdre? La réponse est probablement non. Le problème est que personne ne peut se permettre la guerre. Oui. Ne peut pas se permettre de perdre la guerre. Et je pense, Scott, est-ce que vous voyez la possibilité que la guerre devienne nucléaire? Oui, à 100%. Encore une fois, je mettrai en garde l'ayatollah sur votre désir de couler un porte-avions américain. Je pourrais mal prononcer son nom, Stavridis, un ancien commandant suprême de l'OTAN, amiral de la marine américaine. Il a écrit un livre, un roman sur une guerre potentielle avec la Chine et dans lequel, dans la mer de Chine méridionale, il y avait un engagement où les Chinois ont coulé un porte-avions américain, détruit un groupe de combat de porte-avions américains en utilisant leur capacité de missiles balistiques. Maintenant, c'est un homme qui sait ce qu'est la planification de guerre américaine, la connaît intimement, et donc vous devez respecter le scénario comme il est dit. La réponse automatique des États-Unis a été de lancer une attaque nucléaire contre la Chine comme avertissement pour que la Chine ne s'avance pas davantage, qu'elle ne puisse plus couler de porte-avions américains.
Et donc, nous avons lancé une attaque nucléaire contre une ville chinoise. Certains diront que c'est juste de la fiction, mais c'est une fiction écrite par un homme pleinement conscient de ce qu'est la réalité. Je dirais que nous ne pouvons permettre à quiconque de couler un porte-avions américain, et si l'Iran le coule, je crois que les conséquences seraient nucléaires. De même, si nous nous engageons dans cette action et que l'Iran épuise nos capacités conventionnelles, je ne pense pas que nous abandonnerions et partirions. C'est pourquoi nous ne pouvons permettre à cette guerre de commencer. Mhm. Vous savez, peu importe si ce que je dis se réalise ou pas, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le prouver. Je ne veux pas savoir. Je dis juste que les États-Unis ne sont plus contraints par le compas moral qui retenait autrefois la main nucléaire. Nous sommes gouvernés par des fous, des personnes insensées qui n'ont pas de sens de l'obligation morale envers l'héritage du contrôle des armements. Ils ne croient pas au contrôle des armements. Ils ne croient pas qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Ils croient qu'une guerre nucléaire peut être gagnée et devrait être gagnée. Ils ne croient pas que nous ne devrions jamais utiliser d'armes nucléaires. Ils croient que parce que nous avons des armes nucléaires, nous devons utiliser des armes nucléaires, car cela exprime le pouvoir américain. Nous sommes littéralement dans l'une des périodes les plus folles de l'histoire américaine, où, encore une fois, je reviens à ma condamnation de la génération des milléniaux qui a échoué la République constitutionnelle américaine parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la République constitutionnelle. Ils ne peuvent pas défendre ce qu'ils ne connaissent pas, et s'ils ne sont pas disposés à le défendre, alors les mêmes choses dont nos pères fondateurs nous ont avertis lorsque nous avons créé une république constitutionnelle en transférant le pouvoir du peuple, des États au gouvernement fédéral, le danger de la concentration de pouvoir sans contre-pouvoir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce dont on avait été averti dans les Anti-Federalist Papers, c'est drôle. Beaucoup de gens prétendent connaître les Federalist Papers, ils ne connaissent pas vraiment. Ils ont simplement entendu quelqu'un le mentionner dans une émission débat du dimanche. Mais savent-ils qu'il y avait aussi des Anti-Federalist Papers publiés qui ont averti et qu'à cause des Anti-Federalist Papers, nous avons obtenu la Bill of Rights, qui était une concession des fédéralistes pour donner aux gens, vous savez, donner aux États, donner aux gens leurs droits fondamentaux. Parce que Hamilton ne voulait pas donner, ne voulait aucun droit. Il voulait le pouvoir total et eh bien, tout ce dont nos pères fondateurs nous ont avertis, c'est réalisé et nous avons échoué à chaque test de l'expérience d'ère démocratique américaine, chaque test de la République constitutionnelle. Et donc, le gouvernement en place aujourd'hui au pouvoir, c'est un culte de la personnalité qui est gouverné par des factions, du factionnalisme, et il exerce un pouvoir suprême sans contre-pouvoir. Nous avons un système judiciaire fédéralisé, où, vous savez, les tribunaux d'État n'ont plus leur mot à dire. Ils sont immédiatement submergés, annulés par un système judiciaire fédéral qui s'est lui-même factionnalisé et qui maintenant soutient un parti politique au lieu de soutenir la Constitution. Je veux dire, tout ce dont on nous a avertis, c'est réalisé. Et donc, lorsque vous avez un fou, un dictateur, un culte de la personnalité avec le doigt sur le bouton nucléaire, à un moment où il a supprimé toute contrainte concernant, vous savez, tout ce qui concerne le nucléaire, ne soyez pas surpris que le résultat d'un conflit existentiel soit une guerre nucléaire. Non, je pense, Scott, de la part des Iraniens. Voyez-vous qu'Iran planifie comment répondre ensemble avec les Russes et les Chinois? Non. S'il l'était, il lancerait une attaque préventive. C'est la seule réponse. Je veux dire, c'est la seule issue à ce stade. Et vous avez commencé par dire, encore une fois, que simplement. Parce que dans le concept de la Russie, nous n'avons pas vu de sorte d'attaque préventive jusqu'à présent, par exemple en Ukraine. Vous savez, cela, je suis totalement d'accord avec vous sur l'attaque préventive, mais il semble que pour moi, que c'est, comme nous l'appelons, la culture orientale. Ils n'adhèrent pas beaucoup à ce genre d'idée d'attaque préventive, la culture orientale. Ce n'est pas l'Iran, la Russie, que la Chine, à mon avis. Jusqu'à présent, ils n'ont pas atteint ce genre de choses. Eh bien, la Russie est actuellement engagée dans une lutte existentielle. Nous avons tendance à oublier ce point que la Russie est jusqu'au genou, jusqu'au cou, dans une lutte existentielle de survie contre l'Occident et l'Ukraine. C'est une guerre qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Et donc, leur attention et leurs efforts sont concentrés sur cette guerre. Ils vont soutenir l'Iran, mais vous savez, le véritable acteur ici serait la Chine. Si j'étais les Chinois. Parce que comprenez cela, l'Iran est un fournisseur important d'énergie pour la Chine. Et vous savez, leur objectif est d'en faire un fournisseur encore plus important d'énergie. BRICS, le succès de BRICS dépend de l'Iran.
que si les États-Unis sont autorisés à supprimer physiquement un membre de BRICS, cela met en place un modèle qui pourrait être répété encore et encore. Donc, alors que BRICS essaye de s'étendre, vous savez, nous commençons à les éliminer. Et vous savez, nous n'allons pas éliminer la Russie et la Chine ou l'Inde. Nous corrompons l'Inde comme nous avons corrompu le Venezuela. Mais nous pouvons éliminer le Brésil en un clin d'œil. Nous pouvons éliminer l'Afrique du Sud en un clin d'œil. Donc, nous enlevons le B et le S. Et tout ce qu'il vous reste, c'est RIC. Vous savez, et ensuite, vous commencez à éliminer ceux qui se joignent après. C'est une sentence de mort. Donc, vous savez, la Chine devrait clairement indiquer qu'une attaque américaine contre l'Iran signifiera qu'il n'y aura plus de limite sur l'approche de la Chine envers Taïwan. Là, vous mettez les États-Unis dans une impasse parce que, vous voyez, nous ne pouvons pas mener deux guerres à la fois. Nous ne pouvons pas mener cette grande lutte existentielle contre l'Iran et défendre Taïwan en même temps. Donc, si la Chine disait clairement que si les États-Unis attaquent l'Iran, il n'y a plus de limite concernant Taïwan, et vous savez. Mais personne n'est prêt à faire cela pour le moment parce que tout le monde croit encore que l'Amérique est sérieuse en matière de diplomatie. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas sérieux. On vous prend en traître. Nous surprenons la Russie, nous surprenons la Chine, nous surprenons l'Iran en laissant les gens croire que nous pouvons nous asseoir, discuter et avoir ces discussions et que nous nous soucions vraiment de ce que vous croyez. Et oui, nous voulons vivre en paix et non, nous sommes l'Amérique. Nous voulons dominer le monde. Et nous voulons le faire, vous savez, rendre l'Amérique grande, à nouveau, la force, la paix par la force. Tout tourne autour de la force, c'est tout ce que c'est. Et vous savez, la Russie, ils obtiennent un. Je ne dis pas qu'ils ont un laissez-passer, parce que la Russie confronte l'Occident en Europe. Je veux dire, ce combat en Ukraine est une lutte existentielle entre la Russie et l'Occident collectif, dont les États-Unis ont sagement dit que nous devions nous retirer. Sauf que nous ne nous retirons pas vraiment. Nous jouons simplement à des jeux diplomatiques. Mais la Chine doit comprendre que si les États-Unis attaquent l'Iran et s'en sortent, cela signifie que nous commencerons à renforcer Taïwan et à le rendre presque impossible pour la Chine de même penser à, vous savez, pouvoir résoudre militairement le conflit de Taïwan. La Chine ne le veut pas. Ils essaient de le résoudre pacifiquement et vous voyez ce qu'ils font au Kuomintang et tout ça. Mais des États-Unis enhardis, victorieux contre l'Iran, nous renverserons notre politique d'une seule Chine et nous reconnaîtrons Taïwan parce que nous verrons cela comme le moyen ultime de contenir la Chine. Le moyen ultime de contenir la Chine est la reconnaissance de Taïwan et il y a suffisamment de personnes aux États-Unis qui veulent aller dans cette direction. Et si nous gagnons une guerre contre l'Iran, c'est probablement la direction que nous prendrons. Donc, encore une fois, mais maintenant, vous savez, les Chinois sont dans la même position que les Iraniens. Ils sont trop responsables, les membres de la communauté mondiale, pour faire quelque chose d'aussi précipité. Mais sans une déclaration décisive de la Chine et sans une déclaration décisive de l'Iran, les États-Unis sentiront la passivité, ce qui signifie faiblesse, et ils frapperont. Le seul pays qui est heureux si quelque chose se passe entre l'Iran et les États-Unis, c'est Israël. Et ils poussent tellement fort, ils le veulent. Et Netanyahou est celui, vous savez, l'objectif de sa vie, vous savez, et son but ultime, à mon avis, est une guerre entre l'Iran et les États-Unis, et il semble qu'il y parvienne. Quel serait le résultat d'une telle guerre dont vous venez de parler? Le résultat serait dévastateur pour l'Iran, pour la région, mais comment voyez-vous Israël dans une telle guerre, dans les conséquences d'une telle guerre? Écoutez, l'idée ici, c'est que nous sommes capables de mettre fin à la République islamique avec des dégâts minimes, de minimiser les conséquences de notre action, que l'effet maximum que nous obtenons est l'élimination de la République islamique, ce qui, du point de vue israélien, ouvre la porte à tout. Parce que maintenant, vous savez, la République islamique est la seule nation qui a résisté à Israël et aux États-Unis. Vous éliminez cela, vous éliminez l'axe de résistance, et tous les pays arabes du Golfe deviendront des États serviteurs, dociles d'un Israël et des États-Unis plus grands. C'est ça, les accords d'Abraham. C'est un outil de renforcement colonial du pouvoir d'Israël. Et donc la vision est qu'Israël subira quelques dégâts. Vous savez, mais leur ennemi numéro 1 sera éliminé et les récompenses dépasseront largement les dégâts causés, que les accords d'Abraham deviendront réalité, qu'Israël sera désigné comme le maître économique de la région, que toutes les nations arabes seront désormais, vous savez, subordonnées à Israël et que les États-Unis resteront en retrait en tant que suzerains et domineront cela. Donc je pense que c'est leur vision. Je pense que c'est une vision stupide
Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas que ça réussira. Vous savez, mais Israël comprend que, vous savez, c'est le danger d'avoir quel âge a Netanyahou maintenant? 77, 78. Vous savez, un homme en mauvaise santé, il est tellement égoïste parce qu'il essaie simplement de préserver son héritage, l'héritage de Benjamin Netanyahou, comme l'homme qui a fait tomber l'Iran, sans comprendre que les conséquences pourraient être celles de l'homme qui a détruit Israël. Israël est l'un des pays les plus dangereux du monde, sinon le pays le plus dangereux du monde, en raison de sa capacité non limitée à déclencher la violence à volonté sans conséquence. J'aimerais voir au moins l'Iran faire payer à Israël des conséquences sérieuses pour la violence cette fois-ci. Ils ont eu une opportunité en juin, ils ont manqué cette opportunité. Ils ont blessé Israël, mais pas assez. Ouais. Je vais en rester là, sinon votre chaîne YouTube sera fermée. Et je dois partir malheureusement aussi, donc il y a probablement... D'accord. Merci Scott, merci beaucoup. Un grand plaisir comme toujours. D'accord, merci Neil. À bientôt, au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence.